Bonjour à tous. Alors, cette vidéo pour vous parler de la navigation VFR. Alors, la navigation VFR, c'est 90% de préparation. Donc, en fait, pendant 90% du temps de ce briefing, on va parler que de la préparation d'une navigation type. Alors, la navigation VFR, c'est 90% de préparation. En fait, comparé par exemple à de la navigation IFR pour ceux qui en feront après, la navigation VFR, ça demande une préparation beaucoup plus approfondie. En fait, quand vous volez en IFR, simplement vous naviguez vers une balise ou vers un point GPS. Avec la navigation VFR, là vous allez devoir porter attention à beaucoup plus de choses, notamment les zones, faire une révision mentale de la route avec les différents points de référence, etc. Enfin bref, plein de choses dont on va discuter aujourd'hui. La navigation VFR, c'est 90% de préparation. Ça implique que la préparation d'une navigation VFR, ça commence au plus tard la veille du vol, voire plusieurs jours à l'avance. Donc on verra par la suite qu'il y a énormément de choses qu'on peut préparer les jours avant le vol si on connaît le routing à préparer. Quand je dis que la navigation VFR peut se préparer plusieurs jours à l'avance, ça peut même être plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Par exemple, si vous décidez de faire un trip en avion, par exemple en Angleterre, c'est pas une semaine avant qu'il faut se poser les bonnes questions de savoir s'il y a du fuel à la destination, s'il y a des PPR avec des délais particuliers à respecter, etc. La navigation VFR, c'est 90% de préparation. Et du coup, les 10% qui restent, c'est quoi? Eh bien, les 10% qui restent, on va dire qu'il y a 5% qui est la technique de navigation en vol. Alors, la base de la base, c'est de voler précisément un cap et un timing, et de corréler au vol du cap et du timing une lecture de carte. On va y revenir par la suite. Et enfin, les 5 autres pourcents, c'est quoi? Eh bien, les 5 autres pourcents, c'est essentiellement de la cockpit organization, c'est-à-dire toujours avoir les mêmes objets rangés aux mêmes endroits, avoir sa carte pliée de manière utile, avoir ses cartes d'approche rangées dans un ordre chronologique, etc. Alors, pour suivre ce briefing de manière assidue, vous aurez besoin tout d'abord de la carte LOR 1/250 millième pour la Belgique, publiée par l'IGN. Vous aurez besoin d'un protractor. Alors, si possible, de préférence, le protractor de type carré, parce que vous verrez plus tard, quand vous ferez des diversions en vol, ce protractor de type carré est beaucoup plus utile parce qu'il vous permet de tracer de manière plus nette les legs de diversion. Donc, de préférence, le protractor de type carré. Vous aurez besoin de 4 marqueurs, 4 couleurs, d'épaisseur 1 mm. Vous aurez besoin d'un navlog. Faites attention parce que sur internet vous trouvez différents modèles de navlog. Et en fait, les navlogs contiennent à peu près tous le même genre d'informations, c'est-à-dire que vous avez différentes colonnes avec différentes lignes qui vont correspondre aux différents legs de la navigation. Donc vous allez habituellement retrouver les différents points tournants ou checkpoints. Vous allez trouver la route vraie entre les différents points, l'altitude à laquelle vous désirez voler les différents legs, le vent,
en termes d'orientation et de vitesse, la vitesse à laquelle vous volez, la correction pour la dérive due au vent, la correction pour la déclinaison magnétique, en anglais magnetic variation, le cap magnétique que vous allez voler, les distances pour les différents legs, les vitesses sol, GS ground speed, et enfin les différents timings pour les différents legs. Alors sur certains navlogs, en fait, l'ordre des colonnes est selon moi pas judicieux. C'est-à-dire que sur certains navlogs que vous allez retrouver sur internet, vous allez retrouver la considération pour le vent après la correction pour la déclinaison magnétique. Or, quand vous introduisez le vent en altitude dans un navlog, ce vent, vous allez le chercher, ce que je conseille à mes élèves, c'est d'aller le chercher dans le gamètre. Et le vent que vous lisez, c'est la direction du vent vrai. Et donc, il est plus logique d'appliquer une correction sur une route vraie avec le vent vrai. Or, dans certains navlogs, que vous retrouverez sur Internet par exemple, eh bien, vous trouvez la correction pour le vent après avoir considéré la déclinaison magnétique. Donc en fait, finalement, vous appliquez une correction pour un vent qui est en direction vraie sur une route magnétique. Donc, de préférence, utilisez un navlog qui respecte cette logique d'avoir une route vraie sur laquelle on applique une correction pour le vent, lui aussi, en direction vraie. Enfin, vous aurez besoin d'une pièce de 5 eurocents et également d'un computer pour faire les différents calculs. Calcul en fait du cap et de la ground speed. Voilà, alors pour rentrer dans le vif du sujet, on va imaginer la préparation d'une navigation VFR de l'aéroport de Charleroi à l'aéroport de Liège, que vous ne voyez pas sur la carte. En fait, ici, vous voyez juste la partie sud de la CTR de l'aéroport de Liège qui, lui, se situe ici au-dessus. Alors, pour simplifier, on va splitter la préparation, à savoir qu'on va d'abord parler de tout ce qu'on peut préparer la veille du vol, voire plusieurs jours avant le vol. Et dans un deuxième temps, on va parler de ce qu'on va préparer le jour même du vol. Alors en fait, finalement, ce qu'on va préparer le jour même du vol, ben en fait, ce sont les variables propres au jour même du vol. Et les variables, c'est quoi? Ben, c'est tout d'abord le vent. Donc évidemment le calcul du cap, le calcul des différents timings basés sur les vitesses sol, ben ça dépend du vent, donc ça on doit le laisser pour le jour même. Donc ça c'est une chose qu'on doit laisser pour le jour même du vol, et l'autre chose qu'on doit laisser pour le jour même du vol, en fait ce sont, c'est la considération pour les différentes zones prohibées, restreintes, dangereuses, qui sont activables ou non le jour même du vol. Et donc en fait, finalement, si on regarde le navlog, eh bien, on peut se rendre compte que on peut presque tout préparer le jour avant le vol ou plusieurs jours avant. Et donc ce qu'on va faire dans la première partie de cette préparation, on va imaginer qu'on est le jour avant le vol, et si on regarde le navlog, ben, on peut déjà préparer pas mal de choses. À savoir que
on va pouvoir définir notre route. Alors, on va pouvoir définir notre route, c'est vrai à 99% parce qu'on ne sait jamais que le jour même, il y a une zone temporaire qui fait que la route qu'on avait préparée, tracée la veille, mais finalement, on ne peut pas s'y tenir. Mais bon, alors à ce moment-là, on ne s'est jamais rien préparé. Donc, bref, on va dire que de manière sereine, on peut quand même se permettre de tracer notre route la veille du vol. Et donc, on va définir différents points tournants pour cette route. Comme on a différents points tournants, on va pouvoir mesurer la route vraie entre ces différents points. Toujours la veille du vol, on va pouvoir considérer l'altitude à laquelle on va voler les différents legs. Ensuite, on tombe sur le vent. Ben, ça, le vent, c'est une variable du jour, donc ça, on va devoir laisser de côté. De même qu'on va devoir laisser de côté le calcul de la vitesse vraie, puisque cette vitesse vraie, elle va de nouveau dépendre de variables du jour, à savoir la pressure altitude qui correspond à l'altitude de vol du leg en question, ainsi que de la température à cette altitude. La dérive, ben de nouveau, ça dépend du vent, donc ça on va laisser pour le jour même du vol. Ici, vous avez la considération pour la déclinaison magnétique. Ben, la déclinaison magnétique, a priori, elle ne va pas changer entre aujourd'hui et demain, donc vous pouvez déjà noter la déclinaison magnétique pour la région concernée. Le cap magnétique, ben lui, il va dépendre de la dérive, donc du vent, donc ça, évidemment, on va laisser pour le jour même du vol. La veille du vol, par contre, on peut tout à fait mesurer les distances en nautical miles entre les différents points tournants. Le calcul de la vitesse sol, ben, il va dépendre du vent, donc ça, on va le laisser pour le jour même du vol. De même que le calcul du temps pour chaque leg, de nouveau, ça dépend du vent, donc ça on laisse pour le jour même. Voilà. Alors, nous sommes la veille du vol et la première étape dans la préparation, c'est d'abord de considérer le tracé de la route avant de tracer. Donc, considérer la route avant de tracer. Sur base de quoi est-ce qu'on va considérer le tracé? Eh bien, on va considérer le tracé de la route sur base des éventuels points de passage obligatoires du fait d'une procédure. Alors, en particulier dans ce cas-ci, on décolle d'un aéroport contrôlé et on va vers un aéroport lui aussi contrôlé. Et ces deux aéroports, Charleroi et Liège, mais ils ont des procédures VFR avec des reporting points pour rentrer et sortir de leur zone. Donc évidemment, ça c'est quelque chose dont on va tenir compte quand on considère le tracé de la route. La deuxième chose pour considérer le tracé de la route, c'est l'évitement éventuel de certaines zones prohibées ou restreintes. Alors, pour connaître les procédures propres à chaque aéroport avec les différents points de passage que j'ai dit obligatoires, maintenant évidemment tout est négociable avec le contrôle aérien, mais au stade de la préparation, on va s'en tenir aux points de passage, aux reporting points qui sont prévus pour rentrer ou sortir de zone. Alors, ces points de passage, en fait, pour les connaître, ben, il faut aller dans l'AIP. Alors, dans l'AIP, voilà, si vous allez dans l'AIP pour la Belgique, dans la partie 3 aérodrome, dans public aérodrome, vous allez retrouver Charleroi et Liège.
Et vous allez retrouver dans la section pour Charleroi et Liège une description des procédures VFR. On ne va pas rentrer dans le détail à ce stade-ci de l'AIP, ça on va garder pour plus tard. Mais bref, c'est dans l'AIP que vous pouvez connaître ce genre d'informations dont vous avez besoin pour considérer le tracé de la route. Alors, on va revenir sur la carte. Alors, elle est un peu floue, voilà, elle n'est plus floue. Alors, considérons donc le tracé de la route avant de la tracer. Alors, pour Charleroi, avec les vents dominants qui sont prévus pour le lendemain, moi personnellement, je conseille aux élèves de faire le tracé. En fait, le point de sortie pour Charleroi va dépendre de la piste en service, mais la piste préférentielle, c'est la 24. Et si on imagine que pour demain, le vent dominant est déjà de l'ouest, on a, je vais dire, 99% de chances que ce soit la 24. Alors peut-être que le jour même du vol, on va devoir changer son plan. Voilà, ça arrive, il faut s'adapter. Mais bon, dans l'esprit d'une préparation, on essaye de préparer le plus possible. Faisons-nous confiance, le vent dominant de demain est de l'ouest, on va dire c'est la 24. Et donc on va préparer une sortie de Charleroi par le point qui est prévu quand c'est la 24, à savoir le point Sierra. Alors, pour l'aéroport de Liège, après avoir lu l'AIP, si on veut rentrer sur Liège par la partie sud de la CTR, le point standard, c'est le point Oscar. Donc, voilà déjà deux éléments importants pour considérer le tracé de la route. Alors, on quitte Charleroi par Sierra, on va rentrer sur Liège par Oscar, et entre les deux, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi je vous conseille de faire la route la plus directe possible, parce que le temps c'est de l'argent, et surtout quand on paye une formation qui coûte très cher, autant essayer de voler de la manière la plus directe possible. Mais bon, c'est pas toujours possible de voler la route la plus directe possible. Et aussi, parfois, la route la plus directe, elle peut être inconfortable quand on a moins d'expérience, parce qu'il y a parfois des zones où il y a vraiment très peu de points de repère. Donc, parfois, on va faire des petites déviations. Alors, on quitte Charleroi par Sierra. Par où va-t-on passer ? On pourrait faire un leg direct jusqu'à Oscar, mais ça va impliquer qu'on va en fait couper dans la CTR de Liège, dans un premier temps, en ressortir pour aller sur le point Oscar. Ça peut se négocier avec la TC, mais on ne va pas prévoir ça à l'avance, on va prévoir une route qui reste en dehors de la CTR de Liège avant de rejoindre Oscar. On quitte donc Charleroi par Sierra. On pourrait considérer de Sierra d'aller de manière directe sur un autre point qui s'appelle Sierra, mais qui est un reporting point de Liège. Et de ce point Sierra, reporting point de Liège, aller sur le point Oscar. Et c'est une route qui est relativement directe. Alors, cette route, on l'a tracée sans tenir compte, j'en ai pas parlé en tout cas, des éventuelles zones prohibées, restreintes, dangereuses qui pourraient exister entre les différents points. Alors, au préalable, on est censé avoir été dans l'AIP pour visualiser les différentes zones prohibées, restreintes, dangereuses qui se trouveraient sur la route. Alors, on va laisser ça de côté maintenant. On va imaginer qu'on a déjà été voir dans l'AIP, mais moi, je peux vous dire que entre ce point Sierra de Charleroi et le point Sierra de Liège, vous n'allez a priori pas être ennuyé par une zone prohibée, restreinte, qui serait permanente. Donc, voilà notre route. On a considéré seulement le tracé de la route avant de le tracer.
Alors maintenant qu'on a considéré la route, eh ben, on va la tracer. Alors, pour tracer la route, on va tout d'abord entourer les différents points tournants. Alors, notre premier point tournant, c'est le point Sierra Exit Point de la CTR de Charleroi. Alors, on va utiliser la pièce de 5 eurocents et on va centrer le mieux possible le point tournant au centre de la pièce de 5 eurocents. Et on va faire de même pour les différents points. Donc on va d'abord encercler tous ces points tournants. Voilà, le Sierra de Liège, même chose, on place la pièce de 5 eurocents, on l'entoure. Même chose pour le point Oscar. Et voilà. Alors, quel marqueur on utilise pour le tracer? Personnellement, je vous conseille d'utiliser le marqueur noir pour le tracé de la route. Pourquoi le noir et pourquoi pas le bleu? Parce qu'en fait, le bleu, je vous déconseille parce qu'en fait, les limites des TMA sur la carte, il est en bleu. Et en vol, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez très facilement confondre des délimitations de TMA avec le tracé sur votre carte en bleu pour votre route. Donc pour éviter ça, personnellement, je vous conseille de tracer la route en noir. Alors maintenant qu'on a entouré nos différents points tournants, on va tracer les legs de navigation entre ces points tournants. Alors, le premier leg de navigation, c'est celui qui démarre à la fin de la montée initiale à la piste de Charleroi et qui va jusqu'au point Sierra. Alors, le premier virage vers le point Sierra, on va l'effectuer à partir de la fin de la piste 24 de Charleroi. Donc voilà, ici à partir de la fin de la piste 24, a priori on sera déjà à 500 pieds sol. Et donc on va tracer notre premier leg de navigation de la fin du threshold. Là, la condition pour virer, être au moins à 400 pieds sol et avoir survolé la fin de la piste. Donc voilà notre premier leg de navigation. Point important, c'est que quand vous tracez les différents legs de navigation, vous ne continuez pas le tracé du leg à l'intérieur du cercle qui entoure le point tournant. Pourquoi? Parce que l'idée en vol est de pouvoir discriminer le point tournant, c'est-à-dire le visualiser au mieux. Et donc l'idée est de laisser une aire dégagée autour de ce point tournant, de sorte à ce que les points avoisinant le point tournant soient libérés de tout tracé. Et donc, ainsi de suite, on va tracer les différents legs. Donc, j'insiste en discontinuant le tracé du leg lorsqu'on arrive à la périphérie du cercle qui entoure le point tournant. Et donc, voilà notre tracé. Alors, on peut continuer pour Liège avec le tracé de Oscar jusqu'à un autre point intermédiaire qui est le point India. Maintenant, faites attention quand vous préparez une navigation. Une fois que vous rentrez dans un espace contrôlé, il faut aussi se plier de l'ATC. Donc c'est difficile évidemment de tout prévoir, mais a priori, on va imaginer que quand on rentre dans la CTR de Liège, on va aller sur un point intermédiaire qui s'appelle India avant d'intégrer le circuit. Voilà donc notre première étape, le tracé de la route. Alors, ensuite, on va retourner dans notre navlog. Alors, on est la veille du vol, on vient de tracer la route,
eh bien, on va compléter notre navloc en commençant par la gauche avec les différents points tournants. Alors, il y a différentes écoles en la matière. Il y a des instructeurs qui vous diront parfois qu'on ne trace pas le premier leg de navigation parce qu'en fait le point de sortie de la zone, comme je l'ai déjà dit, il peut dépendre de la piste en service. Pourquoi pas, il y a différents avis. En tout cas, moi personnellement, je trouve ça utile de introduire dans le navloc le tout premier leg, donc celui qui va de la piste vers le point de sortie. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce premier leg, il fait déjà partie de la navigation, premièrement. Et ensuite, le but d'un navloc, c'est aussi que le navloc est un outil de fuel management. Or, si on n'écrit pas le premier leg dans le navloc, ben en fait, on enlève la considération de fuel pour ce premier leg. Donc, moi, je trouve que le premier leg de navigation, qui va de la piste vers le point de sortie, doit s'y retrouver. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner que, ici, vous avez vos différents checkpoints. Hein, et en fait, cette colonne de checkpoint, elle définit le début et la fin d'un leg. C'est-à-dire qu'en fait, votre ligne pour un leg, eh bien, elle se situe à cheval entre un checkpoint de début et un checkpoint de fin du leg en question. Alors, notre point de départ, checkpoint, eh bien, ça va être le bout de piste, la fin de piste de la piste 24 à Charleroi. Et donc, on va écrire, vous pouvez écrire en abrégé, hein, RWY24, par exemple. Et la fin du leg, ça va être le point Reporting Point Sierra. Alors personnellement, moi j'aime bien dans la colonne des checkpoints ajouter un éventuel croquis juste pour la situation awareness quand on lit le navloc. Et ben Sierra c'est un reporting point, donc moi j'aime bien qu'on fasse un petit dessin de reporting point. Par exemple, si votre point tournant c'est une antenne, ben rien vous empêche de symboliser avec un petit croquis le dessin d'une antenne de tour 1 plus. Et ainsi de suite, donc on complète la colonne des différents checkpoints. Donc après le Sierra de Charleroi, on avait l'autre Sierra, donc le Sierra de Liège, qui lui s'écrit avec un R au lieu de 2. De nouveau, c'est un reporting point, on va dessiner le petit triangle plein. Ensuite, on a le point Oscar, aussi reporting point. Ensuite, on a India. Et ensuite, de India, on va sur EBLG. Voilà nos différents points tournants. Alors, ces points tournants, on peut, en vol, les confirmer à travers ce qu'on appelle une crosse radiale. Donc la crosse radiale, c'est une utilisation de radionavigation en VFR dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Donc on va laisser cette colonne VOR de côté pour le moment. Alors, ensuite, la route vraie. La route vraie, c'est-à-dire que la route est mesurée par rapport au nord vrai. Eh bien ça, évidemment, on est la veille du vol, d'office, on va pouvoir mesurer la route vraie. Donc on va revenir maintenant sur la carte. Mesurons les routes vraies entre les différents points. Alors, ce sont des routes vraies, c'est-à-dire qui ont une orientation par rapport au nord vrai. Sur la carte LOR, les lignes de longitude qui sont axées selon le nord vrai, ce sont les lignes noires sur la carte. Attention, ce n'est pas les bleus, c'est les lignes noires. On va mesurer les routes vraies avec notre protracteur carré
Et là, j'insiste sur un point, c'est que essayez, dans la mesure de ces routes vraies, d'être le plus précis possible, c'est-à-dire de mesurer ces routes vraies au degré près. Il y a tellement d'imprécisions du fait du vol, du fait que les calculs, que la météo n'est pas une science exacte. Donc il y a tellement d'imprécisions que finalement, là où on peut être le plus précis possible, on est obligé d'être le plus précis possible. Et donc, on va disposer, voilà, notre protractor et on va aligner le plus précisément possible les lignes noires du protractor avec les lignes noires qui représentent l'orientation du nord vrai sur la carte. Alors, si ça vous prend 15 secondes en plus de peaufiner l'alignement du quadrillage du protractor avec le quadrillage des lignes noires sur la carte, eh bien vous prenez les 15 secondes qu'il faut pour essayer d'avoir une route vraie qui est au degré près. Et donc, on mesure que pour aller sur le point Sierra, eh bien, ça nous donne une route vraie de, eh bien, 169 degrés. Et ainsi de suite pour les différents legs. Alors voilà, j'ai été vite, j'ai déjà calculé à l'avance dans le navlog les différentes legs, mais vous avez compris le principe rien qu'avec le premier leg. En parallèle à la mesure des routes vraies, je vous conseille de déjà mesurer la distance pour chaque leg. Et là, faites bien attention parce qu'une carte, ça a une échelle. Dans notre cas, l'échelle de la carte est de 1/250 millième. Et les lattes graduées, elles aussi ont une échelle. Et donc faites attention de prendre la latte graduée pour 1/250 millième dans ce cas-ci. Voilà, moi j'ai ici une échelle de 1/250 millième sur cette latte. Et donc, on va mesurer la distance du seuil de piste vers le point Sierra. Et alors, de nouveau ici, soyons précis là où on peut être précis. Hein, donc, je ne dis pas qu'il faut mesurer la distance au centième de nautique près, mais je trouve de bon ton d'aller jusqu'à une précision au demi-nautique. Donc ici, pour Sierra, ça nous fait 7 nautiques. Ok. Et ainsi de suite pour les différents legs. Alors, entre les deux points Sierra, on aura 35 nautiques. Oscar, Sierra, là on a 8 nautiques et demi. Et le petit tronçon jusqu'au point India, on est à du 3 nautiques et demi. Et puis, de India à l'aéroport de Liège, on va taper 2 nautiques pour faire simple. On écrit dans le navlog la distance des différents legs. Alors, dans la colonne des distances, en fait, vous avez chaque fois 2 cases. La case supérieure correspond à la distance du leg. Et la case inférieure, elle, correspond à la distance totale restante en termes de nautique à voler lorsque vous survolez le point tournant. Et donc en fait la logique est la suivante, on a la distance pour chacun des legs et on va en faire le total mathématique. Alors 8,5 plus 3,5, 12 plus 2, 14, 14 plus 35, ça va nous faire 49 plus 7, donc 56 nautiques.
Alors 56 nautiques, c'est notre total. Et donc, lorsqu'on survolera le point Sierra, il nous en restera 49. Lorsqu'on survolera le point Sierra de Liège, il nous en restera 14. Lorsqu'on survolera le point Oscar, il nous en restera 5,5. Et lorsqu'on survolera le point India, il nous en restera 2. Et à la fin, on tombe bien, une fois qu'on arrive à Liège, avec 0 nautique restant. Voilà, alors un dernier point en ce qui concerne la route, c'est que dans ce cas-ci, on a choisi la route la plus directe possible en tenant compte des procédures de départ et d'arrivée. Lorsque vous recevez le routing de la part d'un instructeur ou d'un examinateur, l'idée est bien sûr de respecter le routing qui est demandé par l'instructeur ou l'examinateur. Dans le cas où on ne vous impose pas le passage par des points particuliers, à ce moment-là, vous êtes libre évidemment de tracer la route. Et moi, je vous conseille de trouver la route la plus économique possible pour réduire le temps de vol. Ok. Alors, continuons avec, on est toujours la veille du vol, et on peut se demander à quelle altitude on va voler les différents legs. Alors, le concept pour un pilote privé va être le suivant. L'idée est de voler une altitude entre une altitude minimum. Minimum pourquoi? Minimum vis-à-vis des obstacles qui se trouvent sur la route. Et une altitude entre guillemets maximum si on ne veut pas rentrer par exemple dans un espace contrôlé parce que ça nous amènerait une charge de travail inutile. Ou aussi une altitude maximum, parce qu'on peut très bien avoir une zone, une TSA par exemple, on verra ce que c'est après, dans laquelle on ne peut pas rentrer et qui a une limite, et donc pour laquelle on va avoir une limite maximale en ce qui concerne notre altitude. Et donc en fait notre altitude désirée pour le leg, elle va se situer entre ce minimum qu'on va appeler une minimum safe altitude et cette altitude entre guillemets maximum. Autre point, c'est que il y a également des altitudes de procédure. Par exemple, pour Charleroi, la procédure quand on quitte par le sud par Sierra, c'est de quitter à 2000 pieds. Donc, sortir par Sierra à une altitude de 2000. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on quitte par Sierra à 2000, on se retrouve en espace golf. Et donc là, on va considérer pour le long leg qui relie les deux points Sierra, mais on va tout d'abord analyser quelle va être pour ce leg l'altitude minimum safe altitude, de sorte à respecter quoi? À respecter la règle en VFR qu'on peut retrouver dans l'AIP et qui dit quoi? Qui dit que on doit être à tout moment à 500 pieds de l'obstacle ou du sol, et en zone urbaine à 1000 pieds au-dessus de l'obstacle dans un rayon de 600 mètres autour de l'avion. Première chose, on ne passe pas en zone urbaine. Urbaine, c'est les villes en jaune là, comme Namur par exemple. Donc de Sierra à Sierra, pas de zone urbaine. Alors, pour
considérer l'altitude minimum, en fait, il y a deux manières de faire. La première méthode, c'est la méthode grossière, c'est-à-dire une méthode qui consiste, de manière assez rapide, à visualiser les différentes MEF, c'est-à-dire Maximum Elevation Feature. Alors, MEF, Maximum Elevation Feature, si vous regardez sur la carte, vous avez ici en magenta des chiffres, par exemple ici 1, 4, pour 1400 pieds. Alors, qu'est-ce que c'est cette MEF? En fait, cette MEF, ce n'est pas du tout une altitude qui garantit l'espacement de 500 pieds vis-à-vis d'un obstacle. Donc, première chose à retenir, c'est que la MEF, en fait, ne garantit pas l'obstacle clearance nécessaire. En fait, cette MEF, c'est quoi? C'est dans un cadran de latitude, longitude, c'est en fait l'altitude de l'obstacle le plus haut dans le cadran, arrondi à la centaine de pieds supérieur. Et si ma mémoire est bonne de nouveau à vérifier, je crois qu'il y a un ajout de 100 pieds, mais ça je ne suis pas sûr. Mais bref, tout ça pour dire que de toute façon, cette MEF ne garantit pas la marge nécessaire des 500 pieds vis-à-vis de l'obstacle. Et donc la méthode grossière, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, le leg de Sierra à Sierra, il est d'abord ici dans un cadran où on a une MEF, elle est un peu cachée par le cercle de 1100. Ensuite, on a une MEF de 1400, ensuite 1500, ensuite 1700. Ensuite, on est ici dans un cadran avec une MEF à 1400. Alors, quand vous utilisez cette méthode-là, faites attention que si votre leg se trouve à proximité d'un cadran où la Maximum Elevation Feature est supérieure, vous devez tenir compte de la MEF dans le cadran voisin. Simplement parce que vous pouvez dévier de votre route et donc rentrer dans un cadran de longitude, latitude, où la MEF est beaucoup plus élevée. Donc, si vous utilisez cette méthode, ce que je vous conseille, c'est de tenir compte aussi des MEF dans les cadrans de latitude-longitude qui sont en déant les 5 nautiques vis-à-vis de votre track. Et donc, par exemple, ici, pour le leg de Sierra à Sierra, au niveau du Sierra de Liège, si on se perd et qu'on dépasse Sierra, on est tout de suite dans un cadran où la MEF est de 2400 pieds. Donc, on va en tenir compte. Et donc, si on considère cette méthode grossière, l'idée, c'est de se dire, tiens, pour un leg de navigation, on va prendre la Maximum Elevation Feature la plus élevée. Et donc, dans ce cas-ci, ce serait les 2400 pieds dont j'ai parlé, si on tient compte de cette marge, de tenir compte des MEF aussi dans les cadrans avoisinants. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter 500 pieds à cette Maximum Elevation Feature. Et donc, ça voudrait dire que pour notre leg de Sierra à Sierra, notre altitude minimum serait de 2900 pieds. Alors, cette méthode, je la préconise pas tant que ça. Pourquoi? Parce que en fait, elle peut nous contraindre à une minimum safe altitude relativement importante. En effet, il ne faut pas oublier que la MEF, c'est l'élévation de l'obstacle le plus haut arrondi à la centaine dans un cadran de latitude-longitude. Mais en fait, si votre track passe dans un coin supérieur d'un cadran latitude-longitude
et qu'en fait l'obstacle le plus haut dans ce cadran de latitude-longitude, il est complètement au coin qui est diamétralement opposé, eh bien en fait vous êtes relativement loin de l'obstacle, mais vous subissez avec cette méthode-là la MEF qui vaut pour tout le cadran. Et donc vous vous imposez dans cet exemple une altitude minimum relativement élevée, ce qui n'est pas toujours désirable. Donc ça c'est une méthode. L'autre méthode que je préconise, c'est plutôt d'analyser de part et d'autre du track quels sont les obstacles et de tenir compte des obstacles en déant une certaine distance de part et d'autre du leg et du point tournant. Alors, par exemple, pour le leg de Sierra à Sierra, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, si on analyse les différents obstacles, disons en déant les 5 nautiques de part et d'autre du leg. Je dis disons en déant les 5 nautiques parce que chaque école, évidemment, va dans son manuel définir une distance spécifique pour laquelle on tient compte des obstacles. Alors, si on prend les obstacles en déant les 5 nautiques de part et d'autre du leg, eh bien pour le leg de Sierra à Sierra, ça va nous donner quoi? Alors, ici, sur la ville de Charleroi, on a des 500, du 790. Ici, on a du 1100. Ici, du 1249. Bref, on arrondit vers le haut, hein, on va dire 1300. Là, de nouveau, du 1200 et donc 1300. Ici, 1300, donc on va arrondir à 1400. 1100. Donc, c'est toujours 1400 qui a été le plus haut jusqu'à présent. Voilà, on continue ici 500, ici 1000 et des, donc c'est toujours 1400 qui est le plus haut. Ici on a la fameuse antenne de Profondeville ou antenne de Rivière qui est à 1385, donc ça nous donne toujours 1400, si on arrondit à la centaine supérieure, 1400 pieds pour l'obstacle le plus haut. On continue ici 400. Bon, je fais à la louche en déant les fameux 5 nautiques. Hein. 1360, donc ça nous donne toujours 1400, 1300, 1200. Ici, c'est beaucoup plus bas. Et donc là, 1200. 1340 ici pour les éoliennes qui sont près du Sierra de Liège. 1329. Voilà. Mais donc, après analyse, au plus haut, en déant les 5 nautiques, on a 1400 pieds pour l'obstacle. Si on y rajoute 500 pieds, eh bien, ça va nous donner une minimum safe altitude pour le leg de Sierra à Sierra de 1900 pieds. Et donc ça va être notre limite basse. Alors, attention ici, ça va être notre limite basse, ça dépend des situations. Quand on vole à vue de jour, on est visuel avec les obstacles. Et vous verrez que dans la préparation de certaines navigations, vous allez être amené à voler parfois en dessous de la minimum safe altitude pour le leg. Par exemple, si vous prévoyez une navigation vers le nord où vous avez là la TMA de Bruxelles qui commence à 1500 pieds, vous avez une immense antenne qui s'appelle l'antenne de Halle, et qui vous donne une minimum safe altitude tellement élevée que finalement vous avez une minimum safe altitude, j'invente, mais en tout cas supérieure à 1500 pieds, si pas 2000 pieds, enfin bref. Tout ça pour dire que votre minimum safe altitude, si vous êtes de jour visuel avec les obstacles, que la météo est bonne, ben parfois vous allez devoir voler en dessous. Dans le cas où vous allez vers le nord, la TMA de Bruxelles, si vous n'avez pas de crossing clearance pour traverser la TMA de Bruxelles ou simplement que c'est pas prévu dans votre plan, vous êtes visuel, il fait beau, vous êtes visuel avec les obstacles, vous savez maintenir l'obstacle clearance. En fait, cette minimum safe altitude, elle prend tout son sens dans le cas où la météo se dégrade.
Et donc là, si à un moment donné, vous n'êtes plus visuel avec le sol, malheureusement, là, il faut évidemment avoir en tête, où là, on n'est plus visuel avec les obstacles. Ma minimum safe altitude, c'est 1900. Vous devez considérer, si vous restez dans ces conditions, à au moins voler votre minimum safe altitude. Voilà. Dernier point, c'est que j'ai dit, il y a une méthode grossière qui consiste à prendre la MEF de rajouter 500 pieds et l'autre méthode qu'on vient de voir. En fait, un des autres avantages de la méthode qui consiste à analyser de part et d'autre du legs de navigation les différents obstacles, c'est que vous faites par la même occasion une révision mentale déjà de la route, ce qui est très utile. On va y revenir. Alors, une fois que vous avez considéré l'altitude minimum pour chaque leg, vous pouvez vous poser la question, tiens, quel va être mon éventuel, de nouveau je dis bien entre guillemets, altitude maximum dans le cas où vous ne voulez pas rentrer dans un espace contrôlé, ou que vous avez une zone dans laquelle vous ne pouvez pas rentrer et qui a une altitude. Alors, il faut savoir que en Belgique, la plupart des TMA, elles commencent souvent à 2500 pieds. Attention, prudence avec ça, parce qu'il y a quelques exceptions de TMA qui commence déjà plus bas que ces 2500 pieds. C'est notamment une partie de la TMA de Charleroi au nord de l'aérodrome de Namur qui commence à 2000 pieds. Ça fait donc déjà une exception à ce que je viens de dire. Et il y en a d'autres. Il y a notamment, j'ai pas la carte nord ici, mais au nord de la CTR de Charleroi, vous avez cette ligne bleue qui coupe Nivelles. Eh bien, au nord de cette délimitation de TMA, en fait, vous êtes dans la TMA de Bruxelles qui commence à 1500 pieds. Et de mémoire, du côté de Liège, à l'est de la CTR de Liège, vous avez aussi une partie de la TMA de Liège qui commence à 2000 pieds. Bref, dans votre préparation, évidemment, vous devez avoir un regard approfondi des différents airspaces et notamment des limites de ces TMA. Alors, dans le cas de notre vol, quand on quitte par Sierra, eh bien, on voit que quand on est au point Serra, en fait, on est juste en dessous de la TMA de Charleroi. By the way, on est en fait, avec notre leg, on est à grande proximité de la délimitation avec la TMA de Florène, mais qui elle aussi commence à 2500 pieds. Et ensuite, on est en dessous de la TMA de Charleroi qui commence à 3005. Là, ici, on passe en dessous de la TMA de Beauvechin qui commence à 2500 pieds. Et ici, on passe en dessous de la TMA de Liège qui commence à 2500 pieds. Et donc, en fait, on a au-dessus de nous, pour tout le leg, le fameux leg de Sierra à Sierra, qui est la majorité de notre croisière, on a des TMA qui, au plus bas, commencent à 2500 pieds. Donc, pour ce vol, on pourrait rester par exemple à 3000 tout le leg, mais alors attention, si on est lâché par Charleroi, il faudra penser à contacter Liège avant de rentrer dans leur TMA. Mais bon, tout ça pour des PPL, ou en tout cas au début de la formation PPL, si c'est une première ou une deuxième navigation, peut être compliqué. Voilà, on va ici être dans l'optique où on veut rester en dessous des TMA pendant le fameux leg de croisière. Et donc, notre limite basse, c'était 1900 pieds pour ce leg, et on va se dire que notre limite haute, ce sera 2400 pieds, histoire d'avoir une marche vis-à-vis de ces TMA. Et donc, qu'est-ce qu'on va voler? On va voler une altitude entre 1009 et 2400. Alors, on pourrait
voler 2000, mais je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Simplement parce que la plupart des gens aiment bien voler des altitudes avec des chiffres ronds. Et donc, la plupart des pilotes du dimanche, ils volent à 2000 pieds ou à 1500 pieds en Belgique. Et donc, conclusion, si vous voulez avoir un risque plus accru de collision, eh bien, il suffit de voler toute sa vie à 2000 pieds ou à 1500 pieds. Donc, nous, comme on a une limite basse de 1900, une limite haute de 2400, eh bien, pourquoi pas voler, une fois qu'on a quitté le point Sierra de Charleroi, pourquoi pas voler à 2200 pieds, par exemple. Et donc, on va reprendre le navloc et on va voler 2200 pieds jusqu'au point Sierra de Liège. Alors ensuite, pour le point Oscar, de nouveau, si on analyse les altitudes, l'altitude minimum à voler, on a ici de l'obstacle à 900, ici 500. À côté d'Oscar, attention, au nord d'Oscar en particulier, vous avez une grande antenne à 1500 et des. Et elle est à quasiment un nautique du point Oscar. Donc, ça nous ferait 1600, si on arrondit à la centaine, plus 500, ça nous ferait 2100 pieds de minimum safe altitude. Hein, donc, on tient compte de cette fameuse antenne au nord d'Oscar, 2100 pieds. Seulement, la procédure à Liège, c'est de rentrer à Oscar. Vous verrez, il est mis maximum 2000 feet. Mais de nouveau, c'est ce que j'avais expliqué là tantôt, on sait qu'on a une minimum safe altitude de 2100 pieds. Alors, si il fait beau et qu'on est visuel avec l'obstacle et cette antenne, ça pose pas de problème de voler les 2000 pieds qui sont, entre guillemets, imposés par la procédure. Maintenant, si la météo venait à se dégrader, qu'on est plus visuel, là on va être prudent bien sûr et on va voler 2100 pieds, on va le reporter qu'on vole à 2100. Ok, donc pour aller jusqu'à Oscar, on va prévoir de voler à 2000, mais on est conscient qu'on a une minimum safe altitude de 2100 du fait de l'obstacle. Ensuite, par procédure, à India, c'est maximum 1500 pieds. Et le circuit à Liège se fait à 1500 pieds. Et donc, voilà pour nos altitudes. Alors, les minimum safe altitudes, dans ce navloc-ci, il n'est pas prévu qu'elles soient écrites, sauf si je me trompe. Mais en fait, on va plus tard dessiner des doghouses le long de chaque lac où seront reprises à la fois l'altitude désirée à laquelle on va voler, qui sont ici, plus la minimum safe altitude. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore compléter? La déclinaison magnétique pour la région dans laquelle on vole. Alors, cette déclinaison magnétique, elle peut varier au fur et à mesure du vol, bien sûr, hein, puisqu'elle n'est pas constante dans l'espace. Et normalement, votre carte, elle vous donne l'information de la déclinaison magnétique. Hein. Ici, vous avez les isogonales. Ça, ici, la carte, elle n'est pas à jour. Hein. C'était pour 2022. Actuellement, la déclinaison magnétique, elle est grosso modo de 1 degré est. Et donc, dans la colonne True Heading, en fait, donc, vous avez dans la case supérieure le cap vrai. Et juste en dessous, une deuxième case pour la déclinaison magnétique, en anglais VAR, donc Magnetic Variation. Alors, il y a un moyen mémotechnique, Variation East, Magnetic Least. Et donc, comme on a une variation East, eh bien, en fait, ça fait moins 1. Moins 1 degré, voilà, moins 1. Et donc, quand vous allez passer du cap vrai vers le cap magnétique, vous devrez soustraire 1 degré